Bonsoir à toutes et à tous et merci d'être au rendez-vous de ce 20h. Voici les titres. L'Union africaine a adopté une charte contre la pêche illicite. C'est à l'issue du sommet sur la sécurité maritime tenu à Lomé. Le chef de l'État, Macky Sall, y a pris part. Dès son arrivée hier dans la capitale togolaise, le président de la République a rencontré la communauté sénégalaise. Il leur a octroyé 2 bus et 75 millions de francs CFA pour financer les activités économiques des femmes. Suite de notre série sur le programme du chef de l'État consacré aux sites religieux. Ce soir, direction Kolda, Sédhiou et Tambacounda, où 400 millions sont destinés à la construction, la finalisation et la réhabilitation des grandes mosquées de ces 3 régions. Célébration de la journée internationale de la canne blanche. La cérémonie a servi de prétexte pour la convergence des aveugles du Sénégal de demander la signature d'un décret portant appui à l'insertion des personnes handicapées. Et puis notre coup d'œil dans le rétroviseur nous permet de revoir aujourd'hui Albouri Lar, ce footballeur international sénégalais des années 80 à 90 a marqué les esprits et revient sur son riche palmarès dans la rubrique signée Sedina Alun Digo. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans ce journal. Tout d'abord, direction Lomé, où s'est tenu ce samedi le sommet de l'Union africaine sur la sécurité et la sûreté maritime. Le président Macky Sall et ses collègues présents à la rencontre ont adopté une charte pour lutter contre des phénomènes comme la pêche illicite ou la piraterie. Un instrument qui va donc faire des mers et océans un espace de développement. Envoyé spécial Oumar Nying. La voix d'une Afrique debout, prête à mener le combat pour la sécurité et la sûreté de son espace maritime. Le sommet de Lomé a réuni les 54 pays membres de l'Union africaine. Une mobilisation dictée par une situation sérieuse. Les nouvelles menaces proviennent pour l'essentiel de la piraterie et des entreprises criminelles. Mais la mer pâtit aussi du non-respect des limites de l'exploitation de ses richesses. L'activité des populations riveraines et côtières, lorsqu'elle n'est pas inscrite dans une perspective durable, porte également atteinte à l'environnement marin et à sa biodiversité. En Afrique, 90% des échanges commerciaux transitent par les voies maritimes. C'est l'économie du continent qui est ainsi menacée. Il y a donc urgence. La réponse est dans la charte qui sera adoptée à l'issue des travaux. La charte constitue un instrument juridique facilitant la mutualisation de nos moyens et la mise en place de mécanismes de coordination et de surveillance dans un cadre unifié de lutte contre toutes les menaces sur l'espace maritime. Elle permettra également de promouvoir le commerce, l'exploitation des immenses potentialités du domaine maritime, ainsi que la création de richesses et d'emplois dans plusieurs secteurs. L'Afrique tient son instrument, la feuille de route va faire le reste. À partir de Lomé, rien ne devrait s'opposer au développement de l'économie bleue sur le continent. Le président Macky Sall et ses collègues posent ainsi un acte fort. Dès son arrivée hier à Lomé, le président de la République a rencontré la communauté sénégalaise vivant au Togo. Sur la liste des bonnes nouvelles du chef de l'État, l'octroi de 2 bus qui vont assurer le transport sur Dakar s'y ajoute un financement de 75 millions destinés aux femmes. Les Sénégalais du Togo et du Bénin ont exprimé leur gratitude et leur reconnaissance au président Macky Sall. Compte rendu Oumar Nying. À Lomé, les compatriotes se sont mobilisés à l'accueil du président Macky Sall.
ce geste, ils ont voulu d'abord exprimer leur gratitude au chef de l'État qui a sensiblement amélioré leur situation. Comme vous le savez, auparavant, on avait des problèmes de passeport, on avait des problèmes de transport aérien, on avait des problèmes de raquettage sur la route en partant, on avait des problèmes aussi de terrain, parce que les Sénégalais de la diaspora du Togo ne bénéficiaient pas de ces avantages. Alhamdoulillahi Rabbil Alamin, quand vous êtes passé ici en 2012, nous vous avons soumis nos doléances. Comme vous êtes un homme de parole, Dieu merci, vous avez résolu toutes ces doléances. C'est qu'entre le président Macky Sall et la diaspora, c'est une longue histoire, une relation très forte. Mbéri Sylla, membre de la délégation présidentielle, donne la preuve. Immigré, vous l'aimez, député. Ancien émigré, il est devenu député et président du conseil départemental grâce au président Macky Sall. Dans son témoignage, il enrôle les mesures fortes prises par le chef de l'État pour améliorer le quotidien des Sénégalais. Des actes posés dans tous les secteurs et salués par les compatriotes qui se sont réjouis par ailleurs des décisions annoncées lors de cette rencontre par le président Macky Sall. En effet, répondant à quelques doléances, le chef de l'État a pris les dispositions pour faciliter le retour d'une cinquantaine de compatriotes qui avaient exprimé le besoin. Par ailleurs, 2 bus seront alloués, l'un à Lomé, l'autre à Cotonou. Ils vont assurer le transport des Sénégalais à l'occasion des événements religieux par exemple. Les femmes ne sont pas en reste. Togo et Bénin auront leur part du financement du FAISE à raison de 75 millions chacun. Pour le reste, le président Macky Sall s'est félicité de l'accompagnement de ses compatriotes, conscients du tournant décisif qui doit conduire le Sénégal vers l'émergence. En première ligne, les militants et sympathisants de l'Alliance pour la République, debout pour soutenir leur leader. La remise de ce cadeau a été un temps fort de la rencontre. C'est un cheval, une sculpture offerte en reconnaissance des actes posés par le président Macky Sall pour le mieux-être de la communauté. Je le disais en titre, dans le cadre du programme spécial du chef de l'État sur les sites religieux, nous allons ce soir à la découverte des réalisations dans les régions de Kolda, Tambacounda et Sédhiou. Plus de 400 millions de francs CFA destinés à la construction de la grande mosquée de la capitale du Fouladou. 188 millions investis dans les travaux de finalisation de la grande mosquée de Tambacounda. À Sédhiou, il sera question de réhabiliter la grande mosquée vieille de 75 ans, Aboubakri Bar. La grande mosquée de Kolda entièrement démolie. Sur le même site, il est prévu la construction d'une mosquée à la dimension de la capitale du Fouladou. En attendant, un hangar provisoire permet aux fidèles d'effectuer la prière. Après la démolition, les travaux ont tout de même connu un retard. Nous avons trouvé sur place des mausolées de grandes personnes qui sont là, sur place, et qui sont exactement dans l'emprise de la mosquée. Donc là, le nouveau projet a prévu de décaler un peu la mosquée par rapport à ces mausolées. Donc l'étude de cette tâche nous a pris un peu de temps. dérange si gabri moo tax ñu ne ma ne gabri nañu bay gabri toq jumaa ji tuuti mu toq tuuti mu dem nord moo gën a yaatu. L'emplacement initial a donc été revu au terme des échanges avec les notables sanctionnés par un consensus. Sur le chantier, les ouvriers s'attellent aux travaux de terrassement pour ensuite s'attaquer aux fondements. Nous allons entamer les grosses œuvres du projet, à savoir les fondations,
de la grande mosquée et tout ce qui s'ensuit. L'entreprise a 8 mois pour terminer les travaux à partir de maintenant. L'assiette totale est de 2700 mètres carrés pour 1000 mètres carrés de surface bâtie en plus de l'esplanade. Des travaux confiés à l'expertise locale. Donc bu ñu demee am confiance expertise locale bi vraiment loolu rek dafa doy sant parce que ñun aussi tam loolu moo tax ñu mën a prouver wu gën a góorgóorlu parce que daf ñu ñaax gën a góorgóorlu pour réaliser pour vraiment ñu projet bi am succès donc lu ñuy liggéey suñu dëkk lañ koy liggéeyal ñun nous sommes de Kolda. Tout comme Kolda, Tambacounda bénéficie aussi du programme spécial des sites religieux. Le chef de l'État a engagé l'achèvement des travaux de la grande mosquée sise au quartier Dépôt. Ici, on s'attelle aux finitions. La mosquée destinée aux femmes, elle, est entièrement équipée avec toutes les commodités. Les travaux sont bien faits, les femmes sont contentes, les hommes sont contents, la population musulmane de la région de Tambacounda, tout le monde est content de ce que le président Macky Sall a fait pour Tambacounda. jàkka bi suñu xel dal na kontaan nañu suñu xol sedd na fu ñu toll woon ak jàkka bi ak fu mu taxee woon ñu jaaxle lool am yaakaar si ndimbal lool ba yàlla def président Macky suñu waajur bu tedd gaañu El Hadj Amadou Niang gis ko fii Tambaaw jooytu ko jàkka bi mu ne incha allahu dinaa ko eggale moo nekk ni tey te alhamdulilah képp ku fi jaar ak foo mënta dëkk ak foo mënta jóge soo jógee fii di nga sant yàlla. Le rassemblement des fidèles musulmans de Tambacounda s'en félicite et prie pour la réussite des grands projets du président de la République. La capitale du Pakao n'est pas en reste. Le comité de gestion de la grande mosquée de Eramankono a reçu la mission de la présidence de la République en présence du préfet de Sédhiou. L'imam El Hadj Bakary Dramé a exprimé les priorités. La mosquée construite il y a 75 ans a besoin d'être réhabilitée. Les travaux devraient débuter dans les mois à venir. Aboubakry Kane qui continue donc de nous faire le point sur le programme spécial du chef de l'État sur les sites religieux du pays. Et puis installation du nouveau bureau de la session parlementaire 2016-2017 de l'Assemblée nationale. Les députés ont procédé hier au renouvellement du bureau en présence du président de l'Assemblée nationale, Moustapha Niasse. Aïda Mbodj devient la présidente du groupe parlementaire libéral et 2 nouveaux secrétaires ont été élus. Le président de l'Assemblée nationale, dans son discours, a annoncé le début des travaux des différentes commissions. La question du pétrole et du gaz s'est également invitée au cours des débats. Fanta Badji compte rendu. Le renouvellement du bureau de l'Assemblée nationale avant toute nouvelle session, une tradition à l'hémicycle. Président de commission, vice-président, secrétaire et questeurs sont officiellement installés. La session ordinaire unique 2016-2017 est ouverte. Pendant 8 mois et demi, notre Assemblée travaillera sans interruption et va accomplir ses fonctions essentielles qui sont de voter la loi, d'examiner, de discuter et d'adopter le budget de la nation pour l'année 2017. Les rencontres consacrées aux membres du gouvernement et aux élus du peuple pour l'examen et le vote des budgets des différents ministères sont attendues dans les prochaines semaines. Moustapha Niasse a rappelé aux uns et aux autres les réformes entreprises lors de la précédente législature et les ruptures attendues pour une assemblée plus crédible. Il est juste de souligner que la rupture est faite d'innovations originales et de réformes qui portent à la fois le mieux faire et le meilleur résultat en termes de progrès et d'efficacité dans le travail accompli par l'Assemblée. Cette rupture-là, elle est dans la méthode, dans les comportements, dans le contenu du travail entrepris et dans la recherche partagée des résultats visés. La question du pétrole et du gaz inscrite à l'ordre du jour, le président de l'Assemblée a appelé à la prudence et à la dépolitisation du débat. C'est bien d'avoir le pétrole, mais travailler pour gérer et maîtriser le pétrole, c'est encore mieux.
Parce qu'il y a des pays qui ont le pétrole et qui ont sombré, qui vivent dans des difficultés plus compliquées qu'à l'époque où ils n'avaient pas le pétrole. Et le Sénégal n'a pas le droit de faire partie de ces pays-là. Il y a d'autres qui gèrent le pétrole avec lucidité, avec sérieux, avec compétence, avec générosité, pour que tout le monde puisse profiter de ces ressources-là. Il y a des pays qui ont réussi l'expérience pétrole. Alors dans la dialectique malédiction du pétrole ou bénédiction du pétrole, le Sénégal choisit la voie de la bénédiction. Conformément à sa mission de contrôle des politiques publiques, l'Assemblée va s'intéresser au dossier des ressources naturelles du pays et bien d'autres défis de l'heure qui interpellent les élus du peuple. Retour sur les assemblées générales des institutions du Bretton Woods. Le Sénégal tire un bilan satisfaisant de ses différentes rencontres avec la Banque mondiale et le FMI. Tous les projets soumis à leur attention ont été approuvés. Transport, télécommunications et réforme fiscale. L'agenda du Sénégal à l'horizon 2035 a fortement marqué les échanges. Envoyés spéciaux à Washington, Momar Ndiaye et Ousmane Garifaye. C'est un séjour mené au pas de charge par la délégation du Sénégal. Répartis dans les réunions sectorielles, les différents responsables ont défendu les projets prioritaires de l'État. Pour le transport, le BRT, projet de transport de masse dans la capitale, plus de 300 000 passagers attendus par jour, obtient le soutien de la Banque mondiale. Il devrait coûter 200 milliards de francs CFA. Le ministre des Infrastructures, venu le soutenir, s'est également entretenu avec les autorités d'IMCC sur le deuxième compact pour lequel le Sénégal vient d'être réélu. En termes d'objectifs, on est à 3 mois en avance par rapport à ce qu'on devait faire. Alors que le programme nous donne jusqu'à 24 mois pour pouvoir revenir avec des contrats. Nous, on veut arriver à la fin de ce mois, parce que les Américains seront à Dakar ce week-end pour que les deux équipes continuent à travailler sur cette analyse des contraintes et ressortir une autre contrainte majeure. En fin de mois, on doit pouvoir donner aux Américains les contraintes qui ont été validées par le gouvernement du Sénégal comme étant les contraintes majeures. Pour ce qui concerne le transport de masse, qu'on appelle BRT, d'abord, il faut se féliciter de 2 choses. C'est le premier programme en Afrique de l'Ouest. De même que le train express régional, le Sénégal va encore montrer le chemin. Ce transport de masse, c'est comme des bus, c'est des bus articulés, mais qui vont fonctionner comme un métro de surface, avec des gares, avec un espace VIP à l'intérieur, et qui garantissent 3 choses. Premièrement, la sécurité dans le transport. Deuxièmement, la ponctualité. Troisièmement, le confort. C'est un projet globalement de 200 milliards de francs CFA avec des infrastructures dédiées. Environnement numérique, autre urgence nationale a focalisé les attentions. Le Sénégal s'est engagé dans le projet Sénégal numérique. Il entend faire du secteur un vecteur de croissance, ce qui l'engage dans un vaste chantier de réforme du Code de 2011 avec le soutien de la Banque mondiale. Au sortir des discussions, l'horizon semble se dégager selon les autorités pour aller vers la réalisation du projet. Il y a des réformes prioritaires aujourd'hui telles que l'ouverture du secteur, donc aux fournisseurs d'accès à l'Internet. Et aujourd'hui, l'urgence, c'est de réviser cette disposition pour que les FAI ne soient plus soumis au régime de licence, mais pour qu'on leur donne des autorisations générales. Il y a également la finalisation de la stratégie Sénégal numérique, qui sera le référentiel en matière de télécommunications. La troisième réforme prioritaire également, c'est celle qui concerne les opérateurs d'infrastructures. Et ensuite, il y a le partage des infrastructures. Là aussi, nous avons préparé des textes qui sont urgents et la Banque mondiale est aujourd'hui prête à accompagner le Sénégal pour la mise en œuvre de ces réformes. Rappelez que pour la stratégie Sénégal numérique 2025, il y a 2 prérequis majeurs avec 4 axes d'orientation. Par rapport aux prérequis, c'est une révision du cadre juridique et institutionnel. Le deuxième prérequis, c'est par rapport au capital humain et la confiance numérique. 2 prérequis qui sont très importants. Du Sénégal, un hub numérique, le pari reste à portée de main selon Bretton Woods. Cité parmi les plus grands pays réformateurs,
le Sénégal présente aujourd'hui un environnement fiscal favorable à la croissance. Le directeur général des impôts et domaines venu évaluer sa coopération avec le Fonds monétaire reste convaincu qu'avec cette dynamique de réforme, les objectifs définis par le chef de l'État vont être atteints, voire dépassés. Les rencontres nous ont permis de constater que les partenaires techniques financiers ont une entière confiance dans notre pays. Notre pays est devenu même une référence en matière de transparence et en matière de gouvernance fiscale, si je peux m'exprimer ainsi, et considérant ma structure. Mais je puis vous assurer, et vous l'avez vous-même constaté, que le Sénégal est en pleine émergence. Je pense que l'objectif du président, le vœu du président, à mon avis, va se réaliser en 2035. Nous avons un taux de croissance effectivement projeté de 6,6. Nous pouvons même faire plus, j'en suis persuadé. Et je suis convaincu que grâce aux mesures hardies, aux réformes que nous avons engagées au niveau de la Direction générale des impôts et des domaines, pour parler de façon sectorielle, il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas dépasser justement ce taux de croissance. Le FMI avait décidé d'accompagner le Sénégal dans la mise en œuvre du plan Sénégal émergent. Cette nouvelle stratégie qui a été mise en place par le président Macky Sall. Et donc nous avons poursuivi un peu les travaux avec eux autour du cadrage macroéconomique. Ils ont salué naturellement tous les efforts que le Sénégal est en train de faire en matière au plan macroéconomique, mais aussi au plan des réformes qui sont illustrées par effectivement une très bonne reprise de la croissance qui est aujourd'hui autour de 6,5%, un déficit budgétaire qui est en constante baisse, une inflation relativement faible. Voilà, donc le tableau est tout à fait réluisant et ce que le fonds veut, c'est qu'on continue à mettre en œuvre les réformes pour pouvoir atteindre davantage de croissance. Maintenir la cadence des réformes dans les secteurs névralgiques, énergie, télécom, transport, autant de niches appelées à porter la croissance du pays et surtout ces secteurs. Le Fonds monétaire comme la Banque mondiale s'engagent à accompagner le Sénégal. Le ministre de l'économie et des finances, qui était de la délégation, tire un bilan satisfaisant de son séjour à Washington, qui a permis au Sénégal d'être félicité pour la qualité de ses réformes. Nous écoutons le ministre de l'économie et des finances au micro de nos envoyés spéciaux à Washington. Les assemblées de Bretton Woods constituent une occasion importante pour parler des questions économiques planétaires. Il s'agit d'une rencontre qui permet au ministre des Finances, aux gouverneurs et directeurs de banques centrales, à des universitaires, à des acteurs importants de la société civile, de se retrouver pour parler de questions très importantes telles que l'emploi, la stabilité économique et financière, les questions de croissance, les perspectives économiques. Mais c'est aussi l'occasion d'avoir des rencontres pour ce qui concerne le Sénégal, avec le Fonds monétaire, parce que c'est là où nous bouclons les discussions dans le cadre de l'instrument de soutien à la politique économique. Et là, je pense qu'il y a une identité de vie parfaite entre le fonds et nous. L'économie sénégalaise est dans une perspective très encourageante avec une croissance très forte. Nous projetons cette année une croissance de 6,6% et l'année prochaine une croissance attendue à 6,8%. Je pense que cela fait de l'économie sénégalaise l'une des économies les plus robustes en termes de croissance aujourd'hui au niveau africain. Cela a été confirmé aussi bien par le Fonds monétaire que par la Banque mondiale. Mais tout cela dans un contexte de maîtrise de l'inflation, dans un contexte de réduction du déficit public. Je pense que d'une manière générale, l'économie sénégalaise se porte bien et cela est dû à la mise en œuvre de cette vision du président de la République qu'on appelle plan Sénégal émergent et qui est saluée par toute la communauté internationale. Le Sénégal a une vision. Le président Macky Sall a une vision et cette vision est mise en œuvre. Aujourd'hui, vous regardez l'ensemble de nos documents de politique économique. Le document le plus courant, c'est le budget. Regardez le budget est totalement aligné sur le plan Sénégal émergent. Je pense qu'en 2014, beaucoup étaient sceptiques ou ont douté de la volonté du gouvernement de mettre en œuvre le plan Sénégal émergent. Je pense qu'aujourd'hui, ce débat n'a plus cours. Il est presque évident que le plan est en train d'être mis en œuvre. Et dès la première année, nous avons eu des résultats. Je pense que depuis 2012, le Sénégal a renoué avec la croissance, c'est vrai, mais depuis 2015, la croissance est devenue très forte. Le Sénégal a changé de catégorie. Nous ne sommes plus un pays avec une croissance moyenne de 3 ou 4%. Aujourd'hui, nous sommes un pays
avec une croissance de 6 à 7%. Un atelier de partage des objectifs de l'initiative francophone pour la formation à distance des maîtres s'est tenu à Dakar ce samedi. Objectif échangé sur la valorisation et la formation à distance et le dispositif de capitalisation. L'IFADEM a saisi l'occasion pour présenter les livrets numériques qui seront distribués aux enseignants des régions de Kaolack et de Fatick. Compte rendu Oumar Baldé. Bientôt, des livrets numériques vont être distribués aux enseignants du Sénégal. Ils seront 500 instituteurs des régions de Fatick et de Kaolack à bénéficier du programme. Une stratégie majeure pour relever le niveau des maîtres et les doter d'outils pédagogiques pour améliorer le travail. Cette activité est complètement alignée aux conclusions des assises de l'éducation et de la formation où le chef de l'État, dans une décision, a instruit le ministère de travailler à la professionnalisation des enseignants et complètement aligné aussi au paquet, qui est un instrument d'opérationnalisation de la politique de l'État, dans son axe qualité des enseignements-apprentissages. Et IFADEM, donc, les 500 enseignants auront chacun des outils qui leur permettront de renforcer leurs capacités tout en continuant à exercer leur métier d'enseignant. Ce dispositif innovant va renforcer considérablement les compétences des enseignants. Avec cet outil, la technologie de l'information et de la communication au service de l'éducation est en passe de devenir une réalité. La phase expérimentale de l'initiative au Sénégal, pilotée par la direction de la formation et de la communication du ministère de l'Éducation nationale, repose sur un dispositif innovant, basé notamment sur l'utilisation de tablettes tactiles, de ressources numériques produites localement, d'une plateforme EDX déployée en partenariat avec France Université Numérique. Aujourd'hui, le tutorat des directeurs d'école, des maîtres chevronnés vont pouvoir encadrer donc, des enseignants qui en ont tant besoin pour évidemment un système éducatif de qualité. À terme, il s'agira de produire 1500 tablettes sur 3 ans. Selon les autorités académiques, le programme sera étendu à l'ensemble du territoire national. Et puis le directeur de l'enseignement supérieur a procédé hier vendredi à l'installation du jury national du prix Souleymane Niang de mathématiques édition 2016. Ce prix est à l'initiative de l'Académie nationale des sciences et techniques du Sénégal dans le cadre de la mise en œuvre de ses programmes de vulgarisation des sciences. Fatoumata Banelba compte rendu. Scientifique émérite, ancien recteur de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar et président fondateur de l'Académie nationale des sciences et techniques du Sénégal, le professeur Souleymane Niang a des qualités qu'il faut donner en exemple aux générations futures. Et à travers ce prix, ses travaux vont être vulgarisés davantage. Sur les plans aussi bien national qu'international, le professeur Souleymane Niang a occupé de très hautes fonctions. Nous en citerons seulement quelques-unes. Président de la section scientifique de la Commission nationale pour l'UNESCO, président de la section nationale de la Commission internationale pour l'enseignement des mathématiques, ICM, membre du bureau de la Commission africaine pour l'enseignement des mathématiques, KM, membre du bureau de l'Association des universités partiellement ou entièrement de langue française, OPELF. L'Académie peut, à juste titre, le donner en exemple et en modèle aux jeunes générations futures. En ce qui concerne le jury, dont vous m'avez confié la présidence, nous tâcherons avec mes collègues de remplir notre mission avec rigueur et efficacité pour hisser haut et fort le prix Souleymane Niang de mathématiques. C'est cet homme que l'Académie veut honorer, car il mérite d'être connu du Sénégal et de l'Afrique tout entière. Si Souleymane Niang n'est pas très célèbre, c'est parce que ses travaux sont trop profonds. Ce n'est pas à la portée de n'importe qui. Aujourd'hui, le devoir de l'Académie, le devoir des mathématiciens de nos universités, c'est de fournir des efforts pour vulgariser les travaux de feu
Souleymane Niang, qui sont vraiment des travaux très profonds. C'est à la frontière des mathématiques et de la physique, et il embarrassait beaucoup de choses. Organisé tous les 2 ans, le prix Souleymane Niang de mathématiques est sous la responsabilité d'un jury composé de 10 membres. Cet organe de décision est seul compétent pour l'examen des dossiers de candidature et la sélection des lauréats. La réduction de la mendicité par des moyens humanistes et réalistes, c'est le thème de la célébration de la Journée internationale de la canne blanche. La cérémonie a eu pour cadre la Maison de la Culture d'Outasek. La Convergence des aveugles a saisi l'occasion pour demander la signature d'un décret portant fonds d'appui à l'insertion des personnes handicapées. Louise Bizza. Quelques notes de musique pour magnifier et honorer ceux qui vivent avec un handicap visuel. La Journée internationale de la canne blanche, 6e édition, rend hommage aux malvoyants à travers la réduction de la mendicité, thème du jour. Alors, si vous vous rappelez, il y a 2 mois de cela, il y a eu des rapts ou des ramasses, ou en tout cas de retrait des enfants talibés au niveau de la rue. Après ça, c'est généralisé jusqu'à toucher les personnes handicapées qui font la mendicité. Et aujourd'hui, nous avons jugé nécessaire d'en reparler et de proposer des solutions à l'État du Sénégal, mais en même temps que l'État également propose des solutions alternatives en dotant des personnes handicapées de grands projets, en leur dotant également d'une bonne formation pour qu'ils puissent avoir une vraie autonomisation. La Convergence des aveugles pour l'unité, la solidarité et l'entraide, la cause, salue le décret qui a été signé pour la production de la carte d'égalité des chances à toutes les personnes handicapées, mais demande encore plus d'actions au bénéfice des personnes vulnérables. Maintenant, les autres décrets également sont très importants. Celui relatif à l'emploi, c'est-à-dire à l'article 29 de cette loi, il y a un respect de 15%, d'un quota de 15% à chaque recrutement au niveau de la fonction publique, aussi bien au niveau de la fonction publique qu'au niveau du secteur privé. Que ce décret-là soit signé. Je vous ai parlé tout à l'heure du fonds d'appui à l'insertion des personnes handicapées. Ça également, il faut un décret. La CEMU est un programme social qui touche toutes les couches. L'invitation des membres de la CEMU à cette journée témoigne l'appartenance de cette structure à cette couche sociale. La CEMU, d'abord, dans la mise en place des mutuelles de santé, qui est l'axe prioritaire de la couverture maladie universelle. On a reçu l'instruction d'enrôler toutes les personnes bénéficiaires de cartes d'égalité des chances. Et toutes les personnes bénéficiaires de cartes d'égalité des chances seront enrôlées dans les mutuelles de santé pour au moins subir des soins de qualité. La célébration de la Journée internationale de la canne blanche est instituée par les Nations Unies depuis 1969. Au Sénégal, on la célèbre depuis 2010, date à laquelle la Convergence des aveugles pour l'unité, la solidarité et l'entraide, la cause, a été créée. Aujourd'hui, ces personnes sollicitent les autorités pour une amélioration de leurs conditions de vie au niveau des établissements publics sanitaires. Voilà, les aveugles donc qui ont aussi beaucoup de talent. Le Sénégal prépare activement la journée mondiale de l'alimentation qui sera célébrée le 17 octobre. Une conférence scientifique a été organisée à cette occasion à Rufisque pour discuter du thème « Le climat change, l'agriculture et l'alimentation aussi ». Chercheurs, décideurs et autres acteurs ont tous pris part à la rencontre. Compte rendu d'Amsila. En prélude à la Journée mondiale de l'alimentation, le ministère de l'Agriculture, en partenariat avec le programme de productivité agricole en Afrique de l'Ouest, a organisé cette journée scientifique. Objectif, proposer des stratégies de mise à échelle, des stratégies d'adaptation et d'atténuation pour faire face aux défis agricoles et alimentaires. Des efforts sont déployés à différents niveaux pour élaborer des stratégies et mettre en œuvre des mesures pour atténuer et adapter notre environnement au changement climatique vers la génération, avec comme outil les objectifs de développement durable, notamment l'objectif de développement durable numéro 2, qui vise à éliminer la faim, assurer la sécurité alimentaire, améliorer la nutrition et promouvoir l'agriculture durable à l'horizon 2030. Quand il n'y a pas une bonne pluviométrie et de bonnes récoltes, les populations, surtout rurales, n'ont pas accès à ces aliments-là. Et souvent, c'est très difficile, surtout en période de soudure, pour que ces ménages ruraux puissent avoir accès à une bonne alimentation.
Le climat change, l'agriculture et l'alimentation aussi est le thème de la 36e édition de la Journée mondiale de l'alimentation. Chercheurs et décideurs ont longuement abordé le sujet au cours de la conférence scientifique. Les effets dépressifs du changement climatique se traduisent entre autres par un déficit pluviométrique associé ou non à une mauvaise répartition dans le temps et dans l'espace, une dégradation des terres, une pression parasitaire, lesquelles induisent une mauvaise production et la production agricole. Il faut anticiper sur beaucoup de choses et nous constatons que des décisions sont en train d'être prises avec les partenaires sociaux, mais aussi avec les autochtones, mais aussi des décisions politiques qui ont été prises, surtout quand ce qui concerne la zone des Niayes, et qu'on laisse au moins de l'espace pour que des cultures soient effectuées. Le changement climatique affecte de plein fouet les systèmes de production des différentes branches du secteur primaire. Pour faire face au phénomène, le Sénégal développe des stratégies efficaces et performantes. Place à notre reportage du jour qui nous mène à Kaolack où le marché syndicat est inondé de certains fruits en cette période de fin d'hivernage, de l'arachide et de la pastèque en grande quantité au plus grand bonheur des populations. C'est un reportage de Claire Diop. L'hivernage touche à sa fin. Si certaines cultures sont en phase de maturation, d'autres sont déjà à terme. Le marché syndicat de Kaolack est inondé par des fruits, arachides, pastèques, maïs et du datarium sénégalensis, plus connu sous le nom de ditar. Tous les matins, des camions déchargent une importante quantité de ces fruits. Leur provenance, Nioro, Taïba Niassène, Passy, Karang, Keur Madiabel Dramé, entre autres localités. Il y a des pastèques, du maïs, des arachides et du ditar. Et la quantité qui arrive dans ce marché est importante. C'est beaucoup de tonnes. Plus de 100 tonnes de ces fruits quittent ici tous les jours, direction les autres régions du pays. Il y a un véhicule de 15 tonnes qui amène ces fruits jusqu'à Ross Béthio, Saint-Louis, Touba, Diourbel, Dakar et autres. Plus de 10 régions s'approvisionnent ici et chacune achète plus de 20 tonnes, vous voyez. Cette année-ci, on a constaté que la canne est importante cette année-ci. Actuellement, le prix qui est dans le marché, comme si on compte aujourd'hui, c'est 13 000 francs le panier. Mais ça dépend. Il y a des jours où ça augmente. Et actuellement, c'est 13 000. Si la quantité augmente, le prix pourra baisser. Mais au cas contraire, s'il y a une pénurie, le prix pourra augmenter. Autour, tout un business, des femmes viennent s'approvisionner dans ce marché, soit pour vendre ou pour consommer. J'achète du maïs pour revendre cela. Si j'arrive à tout écouler, je fais un peu de bénéfice. Si la marchandise reste, j'amène ça à la maison, je fais sécher et j'en fais du bon couscous pour ma famille. Pour le moment, les prix sont jugés abordables par les acteurs. La demande détermine l'offre. Producteurs, vendeurs et revendeurs se frottent les mains. Les Kaolackois aussi, chacun peut acheter ce qu'il veut et consommer sans modération. C'est plein de vitamines et c'est bon pour la santé. Un reportage signé Claire Diop. La rubrique Rétroviseur s'intéresse aujourd'hui à Abdoulaye Lar, un ancien joueur international de football qui a marqué les esprits dans les années 80 et 90 et revient sur sa carrière en club et en équipe nationale dans ce sujet signé Sedina Alimdjigo. S'agissant du rétroviseur du foot, il n'est pas dedans mais au devant. C'est qu'entre le ballon rond et cet homme qui sort de la voiture, c'est une longue histoire qui est loin d'être finie. Quant à la petite, elle est incarnée par les moqueries, motivée par son nom, Lar, celui du sanglé en Wolof. Comme le Lar n'est pas trop familier comme les Diop, Ndiaye et autres, donc en font un tas de trucs. Non commun ou pas, Albouri Lar en a réduit plus d'une défense sans bouillie, ayant été la hantise des dernières lignes du championnat local quand il finissait meilleur buteur en 1987 avec l'US Rail ou champion du Sénégal en 1989 avec le Jaraaf.
Des performances qui lui valent d'être repéré par le Paris Saint-Germain qui le recrute, mais après une saison handicapée par une pubalgie, Albouri-Lar ne réussit pas à s'imposer dans le club de la capitale française, ni à Châteauroux, sa dernière équipe en Hexagone. C'est en 1992 qu'il connaît une renaissance quand il rejoint la Mecque au club Al-Wahda. Après là-bas, je suis parti pour 3 ans au Qatar. J'ai fait là-bas 3 ans. Donc j'ai été 2 ans meilleur buteur du championnat là-bas et j'ai été finaliste de la Coupe du Roi en 98 et en 99, 2 ans, je suis parti aux Émirats Arabes Unis. Là-bas, la première année, on a pris le championnat et j'étais meilleur buteur du championnat. La deuxième année, on a pris la Coupe du Roi et j'étais encore meilleur buteur. Et l'année d'après, je suis reparti au Qatar 1 année pour faire ma reconversion là-bas. L'événement qui l'aura le plus marqué, c'est sa seule CAN. L'édition 1992 organisée par le Sénégal éliminé en quart de finale par le Cameroun. Il ne joue que 7 minutes sur les 3 matchs des Lions, mais pour lui, l'essentiel était ailleurs. C'était un plaisir de suppléer Bokandé. C'était une satisfaction de participer à cette Coupe d'Afrique et surtout de porter le maillot national. Albouri-Lar, c'est aussi un sens aigu de la fidélité. En témoigne sa réponse quand on lui demande quel homme l'a le plus marqué. S'il y a un homme qui m'a beaucoup manqué, je parlerai beaucoup à ce gars là-bas. C'est ce qu'on appelle les hommes de l'ombre. Ce sont ces gens-là qui accompagnent les enfants, qui les accompagnent jusqu'à ce qu'ils deviennent quelque chose. On ne les voit jamais. On ne les voit jamais. Et pourtant, les joueurs leur doivent beaucoup. Ils ne pouvaient être que fidèles. Mais fidèles à travers des gens qui sont compétents, qui savent leur métier. Et là où ils voulaient aller, cette fidélité, il en avait les compétences auprès de son entourage, plus particulièrement sa famille, mais aussi ses amis avec qui il a eu à jouer au football, ou au Rail, ou à l'OTEC, ou bien au niveau du Djaraf ou à l'équipe nationale. À 50 ans, l'ancien attaquant des Lions se fait sienne la philosophie du donner en retour. Avec son club Africa Promo Foot, le seul de sa région natale à être présent en championnat professionnel, même si c'est en Ligue 2, il entend redorer le blason du football, qu'il soit. La rubrique rétroviseur qui revient samedi prochain. Voilà, ainsi se referme cette édition. Mesdames et messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. Et très bonne soirée sur la RTS 1. Bonsoir à toutes et à tous et merci d'être au rendez-vous de ce 20h. Voici les titres. L'Union africaine a adopté une charte contre la pêche illicite. C'est à l'issue du sommet sur la sécurité maritime tenu à Lomé. Le chef de l'État, Macky Sall, y a pris part. Dès son arrivée hier dans la capitale togolaise, le président de la République a rencontré la communauté sénégalaise. Il leur a octroyé 2 bus et 75 millions de francs CFA pour financer les activités économiques des femmes. Suite de notre série sur le programme du chef de l'État consacré aux sites religieux. Ce soir, direction Kolda, Sédhiou et Tambacounda, où 400 millions sont destinés à la construction, la finalisation et la réhabilitation des grandes mosquées de ces 3 régions. Célébration de la journée internationale de la canne blanche. La cérémonie a servi de prétexte pour la convergence des aveugles du Sénégal de demander la signature d'un décret portant appui à l'insertion des personnes handicapées. Et puis notre coup d'œil dans le rétroviseur nous permet de revoir aujourd'hui Albouri-Lar, ce footballeur international sénégalais des années 80 à 90 a marqué les esprits et revient sur son riche palmarès dans la rubrique signée Sedina Alun Digo. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans ce journal. Tout d'abord, direction Lomé, où s'est tenu ce samedi le sommet de l'Union africaine sur la sécurité et la sûreté maritime. Le président Macky Sall et ses collègues présents à la rencontre ont adopté une charte pour lutter contre des phénomènes comme la pêche illicite ou la piraterie. Un instrument qui va donc faire des mers et océans un espace de développement. Envoyé spécial Oumar Nyinga. La voix d'une Afrique debout, prête à mener le combat pour la sécurité et la sûreté de son espace maritime.
Le sommet de Lomé a réuni les 54 pays membres de l'Union africaine. Une mobilisation dictée par une situation sérieuse. Les nouvelles menaces proviennent pour l'essentiel de la piraterie et des entreprises criminelles. Mais la mer... Par ce geste, ils ont voulu d'abord exprimer leur gratitude au chef de l'État qui a sensiblement amélioré leur situation. Comme vous le savez, auparavant, on avait des problèmes de passeport, on avait des problèmes de trafic aérien, on avait des problèmes de raquettage sur la route en partant, on avait des problèmes aussi de terrain, parce que les Sénégalais de la diaspora du Togo ne bénéficiaient pas de ces avantages. Alhamdoulillahi Rabbil Alamin, quand vous êtes passé ici en 2012, nous vous avons soumis nos doléances. Comme vous êtes un homme de parole, Dieu merci, vous avez résolu toutes ces doléances. C'est qu'entre le président Macky Sall et la diaspora, c'est une longue histoire, une relation très forte. Mbéri Sylla, membre de la délégation présidentielle, donne la preuve. Immigré, bu demee ba nekk député. Ancien émigré, il est devenu député et président du conseil départemental grâce au président Macky Sall. Dans son témoignage, il enrôle les mesures fortes prises par le chef de l'État pour améliorer le quotidien des Sénégalais. Des actes posés dans tous les secteurs et salués par les compatriotes qui se sont réjouis par ailleurs des décisions annoncées lors de cette rencontre par le président Macky Sall. En effet, répondant à quelques doléances, le chef de l'État a pris les dispositions pour faciliter le retour d'une cinquantaine de compatriotes qui avaient exprimé le besoin. Par ailleurs, 2 bus seront alloués, l'un à Lomé, l'autre à Cotonou. Ils vont assurer le transport des Sénégalais à l'occasion des événements religieux par exemple. Les femmes ne sont pas en reste. Togo et Bénin auront leur part du financement du FAISE à raison de 75 millions chacun. Pour le reste, le président Macky Sall s'est félicité de l'accompagnement de ses compatriotes, conscients du tournant décisif qui doit conduire le Sénégal vers... Pâtit aussi du non-respect des limites de l'exploitation de ces richesses. L'activité des populations riveraines et côtières, lorsqu'elle n'est pas inscrite dans une perspective durable, porte également atteinte à l'environnement marin et à sa biodiversité. En Afrique, 90% des échanges commerciaux transitent par les voies maritimes. C'est l'économie du continent qui est ainsi menacée. Il y a donc urgence. La réponse est dans la charte qui sera adoptée à l'issue des travaux. La charte constitue un instrument juridique facilitant la mutualisation de nos moyens et la mise en place de mécanismes de coordination et de surveillance dans un cadre unifié de lutte contre toutes les menaces sur l'espace maritime. Elle permettra également de promouvoir le commerce, l'exploitation des immenses potentialités du domaine maritime, ainsi que la création de richesses et d'emplois dans plusieurs secteurs. L'Afrique tient son instrument, la feuille de route va faire le reste. À partir de Lomé, rien ne devrait s'opposer au développement de l'économie bleue sur le continent. Le président Macky Sall et ses collègues posent ainsi un acte fort. Dès son arrivée hier à Lomé, le président de la République a rencontré la communauté sénégalaise vivant au Togo. Sur la liste des bonnes nouvelles du chef de l'État, l'octroi de 2 bus qui vont assurer le transport sur Dakar s'y ajoute un financement de 75 millions destiné aux femmes. Les Sénégalais du Togo et du Bénin ont exprimé leur gratitude et leur reconnaissance au président Macky Sall. Compte rendu Oumar Nyinga.
À Lomé, les compatriotes se sont mobilisés à l'accueil du président Macky Sall. L'émergence. En première ligne, les militants et sympathisants de l'Alliance pour la République, debout pour soutenir leur leader. La remise de ce cadeau a été un temps fort de la rencontre. C'est un cheval, une sculpture offerte en reconnaissance des actes posés par le président Macky Sall pour le mieux-être de la communauté. Je le disais en titre, dans le cadre du programme spécial du chef de l'État sur les sites religieux, nous allons ce soir à la découverte des réalisations dans les régions de Kolda, Tambacounda et Sédhiou. Plus de 400 millions de francs CFA destinés à la construction de la grande mosquée de la capitale du Fouladou. 188 millions investis dans les travaux de finalisation de la grande mosquée de Tambacounda. À Sédhiou, il sera question de réhabiliter la grande mosquée vieille de 75 ans à Boubakriba. La grande mosquée de Kolda entièrement démolie. Sur le même site, il est prévu la construction d'une mosquée à la dimension de la capitale du Fouladou. En attendant, un hangar provisoire permet aux fidèles d'effectuer la prière. Après la démolition, les travaux ont tout de même connu un retard. Nous avons trouvé sur place des mausolées de grandes personnes qui sont là, sur place, et qui sont exactement dans l'emprise de la mosquée. Donc là, le nouveau projet a prévu de décaler un peu la mosquée par rapport à ces mausolées. Donc l'étude de cette tâche nous a pris un peu de temps. dérange si gabri moo tax ñu ne ma ne gabri nañu bay gabri toq jumaa ji tuuti mu toq tuuti mu dem nord moo gën a yaatu. L'emplacement initial a donc été revu au terme des échanges avec les notables sanctionnés par un consensus. Sur le chantier, les ouvriers s'attellent aux travaux de terrassement pour ensuite s'attaquer aux fondements. Nous allons entamer les grosses œuvres du projet, à savoir les fondations de la grande mosquée et tout ce qui s'ensuit. L'entreprise a 8 mois pour terminer les travaux à partir de maintenant. L'assiette totale est de 2700 mètres carrés pour 1000 mètres carrés de surface bâtie en plus de l'esplanade. Des travaux confiés à l'expertise locale. Donc bu ñu demee am confiance expertise locale bi vraiment loolu rek dafa doy sant parce que ñun aussi tam loolu moo tax ñu mën a prouver wu gën a góorgóorlu parce que daf ñu ñaax gën a góorgóorlu pour réaliser pour vraiment ñu projet bi am succès donc lu ñuy liggéey suñu dëkk lañ koy liggéeyal ñun sommes de Kolda. Tout comme Kolda, Tambacounda bénéficie aussi du programme spécial des sites religieux. Le chef de l'État a engagé l'achèvement des travaux de la grande mosquée sise au quartier Dépôt. Ici, on s'attelle aux finitions. La mosquée destinée aux femmes, elle, est entièrement équipée avec toutes les commodités. Les travaux sont bien faits, les femmes sont contentes, les hommes sont contents, la population musulmane de la région de Tambacounda, tout le monde est content de ce que le président Macky Sall a fait pour Tambacounda. jàkka bi suñu xel dal na kontaan nañu suñu xol sedd na fu ñu toll woon ak jàkka bi ak fu mu taxee woon ñu jaaxle lool am yaakaar si ndimbal lool ba yàlla def président Macky suñu waajur tedd gaañu El Hadj Amadou Tidiane gis ko fii Tambaaw jooytu ko jàkk bi mu ne incha allahu dinaa ko eggale moo nekk nii tey te alhamdulilah képp ku fi jaar ak foo mënta dëkk ak foo mënta jóge soo duggee fi di nga sant yàlla. Le rassemblement des fidèles musulmans de Tambacounda s'en félicite et prie pour la réussite des grands projets du président de la République. La capitale du Pakao n'est pas en reste. Le comité de gestion de la grande mosquée de Eraman Kono
a reçu la mission de la présidence de la République en présence du préfet de Sédhiou. L'imam El Haj Bakari Dramé a exprimé les priorités. La mosquée construite il y a 75 ans a besoin d'être réhabilitée. Les travaux devraient débuter dans les mois à venir.